Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire présentant mon mémoire d'actuariat réalisé au sein de PwC qui porte sur la généralisation du modèle de MAC à l'environnement 3D de l'assurance construction et spécifiquement sur un portefeuille de responsabilité civile décennale. Alors, en guise de mots d'introduction, ce moment il est parti d'un constat de l'absence d'une mesure de volatilité sur l'environnement 3D de l'assurance construction, donc on verra dans le détail tout à l'heure. Et cette généralisation du modèle de MAC répond à deux enjeux principaux pour l'assurance construction, notamment le premier enjeu, c'est un enjeu de suivi de la rentabilité. Euh, L'assurance construction, aujourd'hui en France, présente des performances de rentabilité assez faibles et donc une mesure de la volatilité du provisionnement est un élément assez nécessaire pour son pilotage et son suivi. Le deuxième point, ça répond également à une demande réglementaire, hein, notamment avec l'avènement de Solvabilité 2 maintenant il y a quelques temps, mais aussi FRS 17 qui demande à ce qu'on a une mesure du risque, que ce soit le risk adjustment ou la risk margin sous Solvabilité 2, qui pour l'assurance construction, on n'a pas aujourd'hui à date de méthode ou de manière fiable d'estimer la volatilité du provisionnement. Alors, notre présentation s'articulera sur principalement trois axes. On commencera par présentation de l'environnement juridique et économique de l'assurance construction qui sera nécessaire pour la compréhension de la suite. Vous verrez qu'on parlerait d'éléments assez techniques, hein, et je vous invite à faire la différence entre la technique de BTP et la technique actuarielle, hein, puisqu'on parlera un peu du secteur de BTP. On enchaînera après sur les méthodes d'estimation des provisions en assurance construction, en faisant au passage une présentation un peu de l'estimation des provisions classiques en non-vie. On fera une mise en pratique du modèle développé dans ce mémoire qu'on appelle le MAC 3D et on finira par une conclusion. On va commencer avec le cadre général de l'assurance construction. Alors, avant d'aller plus loin, il faut se poser la question de ce que c'est qu'une opération de construction. Alors, une opération de construction, telle que c'est écrit sur l'écran, est une opération visant à édifier un ouvrage dans un site selon le choix du maître d'ouvrage et conformément à la vision du concepteur. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, une opération de construction s'articule sur quatre phases et deux dates clés. Alors, on a l'avant-travaux, donc tout ce qui est démarche administrative auprès de la mairie, auprès de la commune, etc. On a aussi les démarches financières, notamment l'étude de faisabilité, du business model, notamment des fois. On a des études techniques, etc. Et après, on enchaîne directement avec ce qu'on appelle la déclaration réglementaire ou la date réglementaire d'ouverture du chantier, qu'on peut aussi appeler la doc. Pour faire simple, en fait, c'est le top départ. C'est le top départ de l'opération de construction. Et on verra dans la suite pourquoi cette date est importante. Alors, pendant les travaux, je vous épargne la technicité BTP dessus, hein, notamment sur les fouilles, fondations, grosses œuvres, petites œuvres, etc. Et donc, tout ça étant fait, on a ce qu'on appelle la date de réception. C'est la date à laquelle un maître d'ouvrage va acter réception, acceptation de l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle est importante parce que cette date-là marque ce qu'on appelle la garantie décennale, donc la garantie de 10 ans pour l'édifice. Alors, durant ces quatre phases, on a plusieurs intervenants et acteurs qui sont dans le chantier. Alors, tous ces intervenants et acteurs tournent autour, comme on le voit à l'écran, du maître d'ouvrage. Qu'est-ce que c'est que maître d'ouvrage, hein, pour le dire en termes simples, si on prend un exemple de construction de maisons individuelles,
notamment si vous détenez un terrain et vous voulez construire votre maison, c'est vous qui est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre peut être aussi dans des structures plus complexes de chantier, hein, des bureaux auxquels on fait appel pour gérer ceci. Mais pour le mettre en termes simples, et en faisant une simplification, c'est la personne qui détient le bien à construire. Autour de ce maître d'ouvrage, on a plusieurs intervenants et acteurs qu'on peut mettre en trois catégories. On a ce qu'on appelle les constructeurs non réalisateurs. C'est tout ce qui est technicien, bureau d'études, architecte, contrôleur technique, technicien de bâtiment, etc. De l'autre côté, on a les artisans et l'entreprise, hein. Ça peut aller du menuisier, ébéniste, agenceur, etc., aux grosses œuvres comme des compagnies de construction, Vinci, Bouygues Construction, etc. Et on a aussi les fabricants qui sont principalement fabricants de la matière qu'on utilise pour la construction. Pour des exemples qu'on connaît, on parle ici de mortier, placo, béton, etc. Et on verra dans tout ça la responsabilité de chacun. Alors, on va rentrer dans la partie juridique de la chose. Ce qui est à garder sur cette slide, c'est la date 1978 pour laquelle on va parler tout à l'heure. Et avant d'aller plus loin sur cette date, je voulais faire une petite passe sur l'historique de l'assurance construction. Alors, on est assez loin du code d'Hammurabi, hein, qui, dans l'histoire, présente la première assurance, entre guillemets, de la profession du BTP, notamment qui parlait des architectes, où on disait que l'effondrement d'une maison ayant causé la mort de ses occupants entraîne la mort de l'architecte. Alors, je suis bien content qu'on a dépassé cette période, mais c'est bien de voir l'historique. C'est vrai que dans le temps des garanties d'assurance. Après, on a le code civil, on a plusieurs, plusieurs mentions d'assurance construction dans l'histoire et on arrive à la date charnière en fait, qui a façonné l'assurance construction tel on la connaît aujourd'hui. Alors, promulguée le 4 janvier 1978, la loi qu'on appelle la loi Spinetta a défini la structure de l'assurance construction en France aujourd'hui. En effet, ça a été motivé à l'époque par une sous-assurance du secteur de BTP, mais aussi par une insuffisance de la couverture des maîtres d'ouvrage et des entrepreneurs. La loi Spinetta a introduit deux principes fondamentaux de l'assurance construction. Alors, le premier principe, c'est ce qu'on appelle la présomption de responsabilité des constructeurs, pardon. Ce que ça veut dire, c'est que par défaut, avant établissement des responsabilités qu'on fera en aval, les constructeurs du chantier sont tenus responsables. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que cette loi-ci a introduit ce qu'on appelle l'obligation d'assurance, notamment les deux assurances obligatoires en construction, qui sont la dommage ouvrage, qui couvre le maître d'ouvrage qu'on a vu tout à l'heure, et aussi la RC décennale, qui est une sorte de RC professionnel pour les intervenants du bâtiment, et notamment des chantiers sur lesquels ils opèrent. Alors, on le voit sur les graphes, hein, on retrouve notamment la date réglementaire d'ouverture du chantier et la date de réception, les dates assez importantes sur un chantier dans l'assurance construction. Entre-temps, on a les travaux qui sont pas forcément, et il est à noter, hein, ces travaux-là ne sont pas couverts par ce qu'on entend par les garanties d'assurance construction décennale. Ils peuvent être couverts par d'autres garanties, notamment la RC générale, d'autres garanties comme la tout risque chantier, etc., mais qui ne sont pas garanties par la dommage ouvrage et la RC décennale. Et à partir de la réception, on a la GPA et la GBF qui sont des garanties similaires à l'assurance, mais ne sont pas forcément des garanties d'assurance, dont ce n'est pas le focus, dont le mémoire n'est pas le focus.
Et on a les garanties décennales qui commencent en couverture à la date de réception pendant une dizaine d'années, enfin pendant 10 ans exactement de la date de réception. Alors, le cadre étant présenté, nous allons nous attarder maintenant sur les spécificités techniques d'un point de vue actuariel de l'assurance construction. Alors, on va s'intéresser maintenant sur l'aspect technique et notamment la notion de deux types de provisions qu'on a en assurance construction. Alors, on retrouve la provision classique pour sinistre qu'on a dans les garanties non-vie, qui est la provision pour sinistre à payer, ou PSAP, PSAP, qui est une valeur estimative, pour faire simple, des coûts des sinistres qui sont survenus mais pas encore payés. Alors, spécificité de l'assurance construction, on a ce qu'on appelle la provision pour sinistre non encore manifesté, ou PSNEM. Cette provision va, quant à elle, couvrir en fait les sinistres qui ne sont pas encore survenus. Donc, la première, qui est la PSAP, couvre les sinistres survenus mais non encore payés. La deuxième couvre les sinistres qui ne sont pas encore survenus. Alors, sur ce mémoire, on va se focaliser principalement sur les estimations et les méthodes d'estimation de l'APSNEM, puisque les méthodes d'estimation de l'APSAP sont assez connues en assurance non-vie et ce n'est pas ce n'est pas l'objet du mémoire. Pour la provision pour sinistre non encore manifesté, dite l'APSNEM, on a principalement deux méthodes d'estimation. On a une méthode qu'on appelle méthode réglementaire et on a une méthode qu'on appelle méthode économique ou approche économique. Alors, on va commencer par le plus simple. On a l'approche dite réglementaire qui repose sur deux méthodes de calcul. On les appelle communément l'approche rétrospective et l'approche prospective. Et en termes simples, c'est une approche par sinistre et une approche par prime. Et si on veut traduire, on a un barème réglementaire qui est publié notamment dans le règlement de l'ANC 2015-11 qui définit les AN et les BN, des coefficients pour la partie sinistre, des coefficients pour la partie prime, qu'on peut traduire quelque part par des coefficients de passage à rating pour la partie sinistre et des S sur P pour la partie prime. D'un autre côté, l'abstinence économique est calculée en utilisant entre guillemets, des méthodes actuarielles de provisionnement. Puisque la première méthode, comme vous l'aurez remarqué, est une méthode assez mécanique où on a à remplir des cases pour avoir un montant d'abstinence dit réglementaire. Les méthodes économiques doivent prendre en considération la spécificité de l'assurance construction, notamment, on l'a vu tout à l'heure, on le verra tout à l'heure, on verra après dans le détail. Ces méthodes doivent tenir en compte en fait de la variable qui se rajoute à l'assurance construction, qui est la vision date réglementaire d'ouverture du chantier. Donc, en plus de ce qu'on a classiquement dans la garantie non-vie, qui sont, je vous le rappelle, qui partent du principe de rattacher un sinistre à une unité de survenance et suivre dans le temps son développement. Pour les garanties de l'assurance construction, les sinistres sont rattachés à la date réglementaire d'ouverture du chantier et l'estimation qui doit être faite doit à la fois inclure les nouvelles survenances qu'on va estimer, mais lorsqu'on a pu estimer ces nouvelles survenances, aller voir leur développement dans le temps, comme pour toute garantie non-vie classique. Alors, la configuration du secteur de BTP et les spécificités techniques actuelles sont définies. On va faire un petit passage sur le marché français de l'assurance construction, gardant un peu les messages clés de celui-ci. Alors, en termes d'assurance construction sur le marché français, l'assurance construction fait partie de ce qu'on appelle l'ABR, l'assurance de biens et responsabilités, qui totalise en France, l'ABR, c'est 66 milliards d'euros. Pour information, alors les chiffres sont à fin 2022, mais on peut les mettre à jour, notamment avec les rapports de France Assureur pour 2023 et 2024.
Pour autant, le poids de la construction n'a pas forcément beaucoup évolué. En 2022, on était à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires de cotisation pour l'assurance construction, à la fois en dommages et en responsabilité, hein, qui totalisait à peu près 4% de l'assurance bien responsabilité au global. Donc ça, c'est pour le poids économique. Le deuxième point important qu'on doit garder en tête pour l'assurance construction, c'est que c'est un secteur dit spécialisé, dense, donc concentré. Euh, on voit, hein, mais c'est ces chiffres de 2015 qui ont à peu près évolué, mais on garde le même constat. On a les quatre premiers assureurs qui détiennent trois quarts des parts de marché. Sur ces assureurs-là, hein, sur le top 10, on va trouver deux types d'acteurs, hein. On a les acteurs mutualistes spécialisés, qui sont spécialisés, qui émanent des corps de métier du BTP. Et notamment, on a SMA BTP ou l'ASGAM BTP, qui inclut potentiellement Auxiliaire et Camact. Mais on a aussi des assureurs généralistes, hein, mutualistes ou pas, qui aussi sont assez présents sur le marché de l'assurance construction. On peut notamment citer Covea avec principalement sa marque MMA et AXA Alliance. Dans les spécialistes, on a aussi, il ne faut pas oublier, la MAF, Mutuelle des architectes, qui est une mutuelle spécialisée sur la RC décennale des architectes. Alors, le cadre étant défini, hein, nous passons maintenant à la présentation des méthodes d'estimation des provisions en assurance construction. Avant de commencer, on va faire une petite présentation des données qu'on a utilisées pour cette étude. Alors, on est parti d'un portefeuille réel, d'un portefeuille avec des données réelles d'un grand assureur mutualiste, hein, qu'on a évidemment anonymisé, hein. L'historique porte sur 1996 jusqu'à 2021, date à laquelle on a fait le mémoire. On était en possession des triangles de paiement ainsi que des triangles de charge, hein, et pour la projection et les résultats qu'on verra tout à l'heure, on est bien évidemment, puisque c'est une branche langue, parti sur des triangles de liquidation de charge. Alors pour la qualité des données, hein, qu'il fallait souligner, on a fait des différents contrôles et tests pour valider l'exhaustivité des données et faire des réconciliations, hein, notamment technico-comptables. On a fait aussi des contrôles de cohérence qu'on fait généralement, notamment sur l'assurance construction, pour voir les différentes visions qu'on a de drogue, de survenance, de liquidation, et voir la concordance de tout cela. Alors, on passe aux méthodes classiques du provisionnement non vie, hein, comme je disais tout à l'heure. Avant d'introduire les méthodes de provisionnement en assurance construction, il faut faire un passage par l'approvisionnement en assurance non vie. Alors, c'est une méthode alors, on commence par chain ladder, hein, en méthode déterministe, hein, qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est une méthode assez connue par tout le monde, hein, mais qu'on va représenter ici. C'est la méthode dite étalon du provisionnement en envie, qui se base sur deux hypothèses principales. Voilà. On dit que le développement dans le temps de la sinistralité est linéaire. Donc on dit que, on a un caractère linéaire de développement des coûts de sinistre. La deuxième hypothèse est quant à elle suppose en fait l'indépendance entre les années de survenance. En pratique, la méthode de chain ladder va s'appuyer sur des facteurs de développement qui vont nous permettre de proche en proche, hein, comme on le voit à l'écran, de pouvoir estimer, de faire des prédictions de la charge de sinistre finale à travers l'estimation des coefs de passage entre les années de développement. Attention, un point assez important, hein, qui paraît basique, mais qui est relativement le fondement de ce mémoire, c'est qu'on suppose, quand on fait une méthode de chain ladder, que la partie supérieure, les observations qu'on a,
c'est déterministe, c'est des observations qui ne comportent pas d'aléas. Avant d'aller plus loin et avant d'appliquer une méthode de chain ladder, on est obligé de valider les hypothèses qui ont été émises par la méthode. Alors, la première hypothèse d'indépendance, le test qu'on met en place, c'est un test, c'est un test graphique qui consiste à dessiner graphiquement en fait, les coefs de développement pour toutes les données de développement et voir leur stabilité dans le temps. Alors, comment s'opère le test? C'est qu'on vérifie que ces données de développement oscillent autour d'une moyenne et qu'il y a relativement une stabilité dans le temps. Ce qui nous permet de valider l'indépendance des années de survenance. Alors, sur notre jeu de données, on le voit sur le graphe à gauche que le test graphique est majoritairement validé. Euh, pour l'hypothèse de linéarité, on trace sur un graphique la charge de sinistre entre deux années de développement consécutives et on cherche à avoir en fait une tendance linéaire donc qui passe par l'origine de ces coefs de développement. On regarde également le coefficient d'ajustement qu'on a mis à l'écran pour voir en fait la qualité d'une éventuelle régression linéaire sur ces coefficients. Donc pareil que pour l'indépendance, l'hypothèse de linéarité est majoritairement validée sur notre jeu de données. Alors, on a défini hein, les méthodes déterministes et notamment la méthode Schneider. On passe maintenant aux méthodes stochastiques. Alors, le concept est simple, hein. L'idée de base, c'est les méthodes déterministes nous offrent un point ponctuel d'estimation de la provision et donc la moyenne qui permet d'estimer la provision. La méthode stochastique, l'idée, c'est d'avoir la variabilité hein, de cette prédiction. Donc, on choisit une mesure pour calculer cette variabilité qui nous permet d'avoir, en plus d'estimation ponctuelle, une variance de l'estimation de provision qu'on a. Alors, une mesure classique utilisée hein, est ce qu'on appelle la MSEP ou l'erreur quadratique qu'on peut en fait qu'on peut segmenter en deux parties. On a la partie de l'erreur d'estimation et on a la partie erreur de processus. Alors, on va présenter dans ce mémoire deux méthodes stochastiques usuellement utilisées en envie, notamment la méthode de Mac et également tout à l'heure la méthode de GLM. Alors, on commence par la méthode de Mac. C'est une méthode qui a été introduite par Thomas Mack en 1993. La méthode offre une estimation de la variabilité des provisions à travers une formule fermée, hein, qui n'est pas forcément le cas pour les GML, qui permet de calculer une erreur quadratique sur le calcul des provisions. Pour ce faire, on émet une hypothèse supplémentaire sur le calcul, sur les hypothèses introduites en Chainader, qui est un caractère linéaire de la variance des coûts de sinistre. Bon, dans la point de vue mathématique, ce qu'on dit, c'est que pour le caractère linéaire, on a dit que l'espérance moyenne de l'estimation de la développement qui suit est linéaire par rapport à un facteur de développement FJ. Pour, euh, pour l'hypothèse dite de variance, on dit que la variance de cette même charge de sinistre J plus 1 est linéaire par rapport à un sigma euh, fois la charge de sinistre qui la précède. Alors, dans l'article de Mac, hein, on a une formule fermée à la fin qu'on vous présente ici qui permettent, par année de survenance, de calculer la volatilité, la variance de l'estimation de la provision. Et dedans, on retrouve, hein, comme on a dit tout à l'heure, une erreur de processus et une erreur d'estimation.
Comme on l'a fait tout à l'heure hein, pour les deux hypothèses d'indépendance et de linéarité, on fait aussi un test d'hypothèse pour l'hypothèse dite de variance, qui consiste à tracer les résidus en fait, de Pearson de la charge de sinistre et de voir l'autocorrélation entre eux. Le test consiste euh, à vérifier s'il y a une tendance, s'il y a un condensement en fait, des différents points qui permet de montrer une corrélation. Et dans ce cas, nous, on cherche qu'il n'y a pas qu'il y a une dispersion de ces résidus, qu'il n'y a pas forcément une tendance qui, euh, qui est remarquée sur ces graphiques. Alors, comme pour les autres tests, hein, sur notre jeu de données et dans la limite d'un test graphique, cette hypothèse de variance est validée. Alors, la méthode de Mac étant définie, on passe à la méthode de GLM hein, sur laquelle on passe rapidement. Quelques principes clés hein, à garder en tête, il faut une hypothèse de loi, notamment parmi les lois de famille exponentielle. Hein, on parle aussi du prédicteur linéaire et de la fonction lien. Et on rappelle aussi que l'estimation des paramètres se fait notamment par une méthode de maximum de vraisemblance en utilisant des algorithmes, notamment Newton-Raphson et l'algorithme du score de Fisher. Alors, les données étant présentées, hein, et les méthodes classiques de l'envie définies, on passe à la modélisation du modèle de Mac 3D vers un modèle de Mac 3D pour l'assurance construction. Alors, avant d'aller plus loin et d'aller dans les formules mathématiques, on commence déjà il faut qu'on s'arrête un peu sur la notion du 3D. Alors, l'assurance construction, comme je disais tout à l'heure, on a les variables classiques survenance développement qu'on a par ailleurs dans toutes les garanties non vie, mais on a une troisième variable qui est introduite, qui est notamment la variable drogue. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'écran, mais moi j'aime bien l'introduire comme ça. La méthode 3D, où classiquement en envie, on est comme ça. On rattache tous les sinistres à une survenance et on va aller chercher le développement dans le temps. Quand on est en assurance construction, on va le rattacher à une drogue. Donc on part de là. Quand on part d'une drogue, on va projeter en fait la survenance dans le temps. Quand on projette la survenance dans le temps, on revient quelque part à une garantie classique de non-vie. Donc en projetant la survenance, on doit aller également projeter son développement dans le temps. Alors, ceci étant défini, il y a plusieurs manières de calculer, hein, d'estimer les provisions pour s'être encore manifesté en l'APSNEM pour pour cet environnement 3D. On commence par ce qu'on appelle l'APSNEM économique avec une projection dite classique. Cette projection se présente en trois parties. Alors, première partie, on fait une projection, il faut bien garder en tête les variables qui sont en jeu. Ici, on est en survenance développement. Donc, on fait une projection classique de PSAP ou de provision pour sinistre à payer qui nous permettent d'estimer un montant d'IBNR sur un triangle de survenance développement. Alors, on le fait comme expliqué tout à l'heure hein, par la méthode Chain-Ladder et notamment avec ce qu'on appelle le coefficient de passage ultime qui nous permettent d'aller de la diagonale qu'on a jusqu'au vecteur de charge ultime. Alors, cette étape nous permet d'avoir un montant d'IBNR qu'on utilise en deuxième étape. Cette deuxième étape consiste en la ventilation et la répartition de ces IBNR par drogue. Donc là, on passe de un triangle en survenance développement, on change de vision et on part sur un triangle de drogue survenance. Sur ce triangle drogue survenance, on vient répartir, on vient ventiler, on vient inclure quelque part le montant d'IBNR précédemment calculé dans l'étape 1.
Donc, en utilisant, il y a plusieurs méthodes, hein, on ne va pas s'attarder beaucoup dessus, mais on utilise soit les coefficients de passage ultime calculés en 1 pour inclure les IBNR, mais on peut aussi le faire par clé de répartition. Alors, au bout des deux premières étapes, on détient en fait un triangle Drock-Survenance, y compris IBNR. Donc, en troisième étape, tout simplement, on va prendre ce triangle drogue-survenance qui va contenir les IBNR, donc une vision quelque part ultime de la sinistralité classique, et on va aller chercher en fait la survenance de cette charge ultime. Et donc, on prend le triangle de drogue-survenance et on fait une projection de celui-ci via la méthode également chain-ladder. Alors, un petit point d'attention, comme je disais tout à l'heure, hein, la pre- le pre- le- à la première étape, le triangle qu'on détient, le triangle qu'on a projeté pour calculer les IBNR, est un triangle déterministe. Sur ce triangle déterministe, on a projeté une charge à l'ultime qui nous a permis de calculer des IBNR qui sont une estimation. On a pris cette estimation-là et on l'a ventilée dans un triangle drogue-survenance. Donc, dans ce triangle drogue-survenance qu'on va projeter à l'ultime dans l'étape 3, les observations qu'on a contiennent de l'ADA. C'est des observations dites stochastiques. C'est pour cela que utiliser un modèle de Mach classiquement en prenant juste l'étape 3 reviendrait à omettre quelque part ou négliger la partie d'aléa qui est contenue dans le triangle qu'on a à l'étape 3. Et donc, ça nous fait la transition. Ce qu'on dit ici, c'est que le triangle qu'on a pour projeter notre obsnème inclut de l'aléatoire. Et donc, dans ce cas, on ne peut pas forcément appliquer un modèle de Mach qu'on appellera dans cette présentation un modèle de Mach 2D directement sur ce triangle-là. Et donc, on doit inclure une sorte de modélisation de notre triangle qui, dans le calcul de la projection, permet de prendre en compte la partie aléatoire, la partie qui nous a permis en fait, de projeter les IBNR et de les ventiler dans le triangle drogue-survenance. En somme, on ne définit plus un triangle supérieur comme étant des observations, mais une estimation qui nous vient de l'étape de ventilation de l'IBNR. Ainsi, on redéfinit le modèle classique qui nous permettra de projeter l'absnème conditionnellement à l'estimation des IBNR. Donc, pour ce faire pour cette modélisation, on a besoin d'émettre trois nouvelles hypothèses sur le modèle de Mach 3D, hein, qui sont, comme vous le remarquerez, hein, à l'image des hypothèses qui ont été définies sur le Mach 2D. Donc, on a une hypothèse d'indépendance, une hypothèse de linéarité de charge de sinistre et une hypothèse de linéarité de la variance des sinistres. Tout cela, bien évidemment, conditionnellement à l'estimation des IBNR. Donc, avant d'aller plus loin, à l'image de ce qu'on fait pour un Mac classique, on a vérifié les différentes hypothèses qu'on a émises, notamment linéarité, indépendance et variance. Le principe est le même que pour les autres hypothèses qu'on a vérifiées tout à l'heure. Et on voit que pour le jeu de données qu'on a sur la vision 3D de notre projection, on a les trois hypothèses vérifiées. Alors, je vous épargne tout le développement mathématique qu'on a fait sur ce mémoire et on arrive directement au résultat mathématique de l'erreur quadratique qui est qui est présenté à l'écran. On note que dans cette dernière, on a une partie c'est pas qu'on ressemble, c'est vraiment la partie qui existe dans le calcul classique.
de Mach dit en 2D, pour lequel on rajoute une erreur 3D. Pour les plus curieux, hein, je vous invite à lire l'article de Mach, dans lequel, dans le développement de la formule formée de Mach, cette partie-là est mise à nu parce que ça concerne la variance de la diagonale des données observées. Celle-ci, lorsque le triangle supérieur représente des observations déterministes, la variance est donc nulle. Dans notre cas, la variance n'est pas nulle parce que les observations qu'on a sont conditionnées à l'estimation aléatoire, enfin l'estimation qui représente un aléa de la partie BNR et donc la variance n'est pas nulle. Alors, en termes d'interprétation, on a la partie qu'on appelle, qu'on appelle l'ajout 3D du Mac, qui représente en fait une erreur d'estimation de la survenance en diagonale rapportée enfin, fois un ratio triangle PSNEM plus PSAP. Quelque part, en fait, on est en train d'aller chercher la variance qui est estimée sur un Mac classique, mais du triangle qui a servi à calculer les IBNR, et on est en train de l'ajouter à une variance qu'on calcule sur un Mac 3D, donc un Mac qui à la fois calcule la variabilité de l'estimation de l'absnem donc survenance classique, mais tenant en compte, encore une fois, conditionnellement à une estimation des IBNR. Donc voilà, on a les trois éléments. Euh, donc ça, c'est l'estimation en un, l'estimation de l'erreur 2D du triangle des IBNR. Et ça, on a le ratio entre le triangle de base et le triangle et notre triangle dit d'Obsnem. Alors, le modèle de Mac 3D étant défini, on a essayé pour des fins de comparabilité d'aller chercher d'autres méthodes qui pourraient être appliquées dans ce genre de cas pour notamment les comparer aux résultats de notre Mac 3D. Pour ce faire, nous avons notamment adapté un modèle de GLM à l'environnement 3D à l'environnement 3D. Pour se faire rien de plus simple pour un GLM, habituellement on avait un développement, un survenance en colonne et on faisait la régression sur les montants. Sur un triangle, sur de l'assurance construction, on va rajouter la variable DROC. Et donc on va faire une régression sur les trois variables survenance, développement et DROC. Alors, on a fait aussi les calculs pour adapter notamment le calcul de MESEP, etc., pour que ça soit adapté à notre cas. Alors, tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne en pratique? Alors, en premier résultat, hein, nous présentons sur cette slide les différents calculs de provision par les différentes méthodes. Alors, on en parlera après dans la suite. Pour le GLM, en fait, on a mis en place en fait, plusieurs méthodes, notamment, mais ceux qui ont été retenus, c'est le GLM Poisson et le GLM Tweedy. Et lorsqu'on parle ici de chain ladder, on parle du modèle de Mac classique qui permet d'estimer notamment les provisions en plus de l'estimation de l'erreur de Mac 3D. Et donc, en termes de résultats, on voit que les différentes distributions de provisions paramètres survenance euh, sont convergentes quelque part, ouais, et même en termes d'estimation d'IBNR et de BSNEM, on a une convergence des distributions et d'estimation des montants des provisions des différentes méthodes qui ont été retenues. On présente ainsi dans le résultat de notre modèle de Mac 3D en comparaison avec ce qu'on appelait dans ce mémoire un modèle de Mac 2D. Donc en termes de résultats, en termes d'erreur quadratique, si on prend à la troisième étape en Mac classique, qu'on l'applique, je le rappelle, à tort parce que ça suppose une observation déterministe qu'on n'a pas, on a une estimation
de l'erreur quadratique à 5%. Lorsqu'on applique notre méthode d'estimation de Mach 3D, cette estimation de 5% passe à 12%. Alors, ce qu'on avait remarqué, hein, en plus du fait que ça passe de 5 à 12%, ce qui était prévisible, hein, on a remarqué que notamment pour le Mac 2D et sur les années assez anciennes, et puisque c'est de la construction, c'est une branche assez longue, on a une estimation des EBNR qui est non nulle, et pourtant on a une RMSE de l'estimation des provisions qui est nulle. Donc le fait d'inclure dans notre estimation de l'erreur quadratique l'erreur qui vient quelque part de l'estimation des IBNR, on corrige notamment ce biais qui est introduit par le Mac 2D. Tout ça parce qu'on suppose au départ, en faisant un Mac 2D, que les observations du triangle sont déterministes. Aussi, de l'autre côté, hein, on est sur une estimation, sur une autre estimation, qu'on estime les IBNR et après on estime dessus l'absnem. C'est tout à fait logique que sur les années récentes où on a une large période d'estimation, que le Mac 3D a une plus forte variabilité, plus forte volatilité que le Mac 2D qui ne prend qu'une partie de l'équation. Alors, comme mentionné tout à l'heure, hein, afin de comparer nos résultats, nous avons réalisé des GLM avec différentes méthodes. Alors, je vais passer rapidement, hein, mais en termes d'indicateurs, on a le RMSE du modèle, le coefficient d'ajustement, le top DC-lift, log loss, etc. Le coefficient, c'est le coefficient entre les provisions observées et les provisions estimées qui nous permettent de juger si on est plus prudent ou moins prudent pour des considérations de provisionnement. Alors, ce qu'on remarquera, hein, c'est que la loi Poisson surdispersée et la loi Tweedy donnent des résultats assez satisfaisant lorsque la méthode de binomial négatif donne des résultats assez faibles, notamment en coefficient d'ajustement et en RMSE qui nous permet qui nous pousse à exclure cette méthode. En termes de résultats de RMSE sur les provisions, on a la binomial négative qu'on va exclure, qui représente 50% d'erreurs quadratiques sur les provisions, mais on a la poisson surdispersée et la tuidie qui sont à 9 et 16% d'estimation, d'erreurs quadratiques sur l'estimation. Si on met ça avec les résultats de notre Mac 3D, on voit en fait que l'estimation des provisions déjà est comparable entre les trois modèles retenus, hein. En toute honnêteté, hein, ce qui est compliqué dans ce genre d'exercice, puisqu'il n'y a pas de modèle de référence, c'est d'analyser les résultats en fonction des modèles qu'on développe et on choisit des modèles pour se comparer. Donc on cherche quelque part ici à valider les résultats, notamment par cohérence des résultats vis-à-vis d'autres méthodes. Donc déjà, en termes de provisions, on a des provisions qui sont comparables, hein. Comme on a dit tout à l'heure, on a une sorte de convergence des résultats. En termes d'erreurs quadratiques, les deux modèles de GLM qui ont été sélectionnés à la fin, notamment pour la performance de leurs indicateurs, permettent d'encadrer en fait le résultat de Mac 3D qu'on a réussi. Ce qui, quelque part, conforte les résultats qu'on a eus avec le modèle de Mac 3D. Alors, on va passer à la conclusion. Alors, on est parti d'un constat qui est assez clair. On a besoin d'une évaluation précise de la rentabilité et une mesure fiable de la volatilité. Alors, le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthode de référence sur le marché. Alors, en termes de ce qui a été développé dans ce mémoire, on a développé un modèle 3D en formule fermée, hein, une généralisation du modèle de Mach à l'environnement 3D
l'assurance construction. Ce modèle-là a permis d'introduire un terme supplémentaire dans le calcul de l'erreur quadratique, qu'on a appelé erreur 3D. En termes de résultats, on a une convergence des résultats en termes de provision et de RMSE. Le modèle de Mac 3D permet, hein, à notre sens, de compenser une sous-estimation éventuelle, hein, de l'erreur de prédiction en comparaison à un modèle classique non adapté aux spécificités de l'assurance construction. Alors, les résultats et l'application qu'on a faite notamment sur les GLM 3D ont permis d'encadrer les résultats qui ont été produits par le Mac 3D et de conforter quelque part l'estimation qui a été faite par le Mac 3D. Comme point d'ouverture, notamment les next steps, on pourrait penser à inclure un jugement d'expert dans la méthode de Mac 3D. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais aller voir les questions si on a. Alors, une des questions, c'est pourquoi on applique le modèle de Mac 3D à la garantie RC décennale et non pas à la garantie EDO. Alors, très bonne question. La réponse est dans notre mémoire, on a choisi de l'appliquer à un portefeuille de RC décennale. C'est pour ça que les conclusions qu'on a faites, c'est pour la RC décennale. Par contre, on a fait le test quelque part pour l'appliquer à la dommage ouvrage. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la dommage ouvrage présente une spécificité, encore une spécificité que la RC décennale n'a pas, c'est que de par le mécanisme qu'il y a entre d'établissement des responsabilités, notamment le fait que les constructeurs d'office sont responsables et donc la dommage ouvrage indemnise systématiquement la garantie DO, et après se retourne contre les garanties RCD pour aller piocher, pour aller chercher ces recours. L'estimation de la dommage ouvrage implique qu'on estime à la fois en brut par, et après qu'on estime le recours. Pour ce faire, déjà, on doit avoir deux estimations brutes et recours de l'erreur quadratique, mais après, il faut aussi ajouter en fait une sorte de corrélation, une matrice de corrélation, de diversification, si vous voulez, hein, entre les deux, pour pouvoir agréger correctement les erreurs quadratiques. Donc c'est tout à fait possible, hein, on l'a développé, mais pas forcément dans sa mémoire, et on a des résultats relativement satisfaisants. Donc on peut appliquer le modèle de Mac 3D à la garantie dommage ouvrage, mais attention, il faut à la fois faire en brut de recours et recours à part, mais aussi de définir une corrélation entre les recours et et la charge brute pour pouvoir agréger correctement la RMSE. Alors, s'il y a pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour les poser. J'aurai le temps d'y répondre avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.